Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Bioréflexion, le podcast de la chaire Agriculture biologique. Je suis Lucie Massier, votre interlocutrice. Aujourd'hui, avec Antonin Pépin, on abordera le thème des fermes maraîchères en agriculture biologique. Pour cet épisode, il existe une version complète avec notamment la partie méthodologique et les diapositives de présentation d'Antonin. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de la chaire, le lien est en description. Sans plus tarder, je vous laisse avec Pauline Toll qui mènera cet entretien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Antonin. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de la chaire agriculture biologique qui prend sa place dans le cadre de notre saison spéciale Jeunes chercheurs. Elle a vocation à mettre en avant des travaux de recherche récents sur la bio et de poser des réflexions dans une perspective de transition. Aujourd'hui, on va discuter avec Antonin d'agriculture biologique et de maraîchage, et plus spécifiquement de performance environnementale de fermes en maraîchage bio. Alors, Antonin, tu es chercheur à INRAE au sein de l'UMR-SAS. Tu t'intéresses à la conception de systèmes de culture agroécologique dans les territoires d'élevage et en particulier à la diversification de systèmes à l'échelle supraferme. Tu pourras peut-être revenir sur ce que c'est que l'échelle supraferme. Au cours de ta thèse, tu t'es appuyé sur la méthode d'analyse de cycle de vie pour évaluer les performances environnementales des fermes maraîchères en agriculture biologique. Et ça t'a permis de mieux comprendre les différences entre des systèmes au sein du maraîchage bio et puis surtout les principales sources d'impacts environnementaux. Et donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer pourquoi tu as travaillé sur ce sujet de thèse et à quels résultats tu as abouti. Alors peut-être pour commencer, tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi d'étudier la performance environnementale des fermes maraîchères biologiques. Oui, alors le point de départ, c'était pas tout à fait moi, c'était mon directeur de thèse, Ayo van der Werf, il y avait des travaux précédents, notamment sur les micro-fermes en bio, qui montraient que ces fermes pouvaient être viables, euh, voilà, sous différentes conditions, etc. C'était des travaux de Kevin Morel notamment, et que souvent les porteurs de ces projets-là avaient des attentes, enfin des projets environnementaux, et espéraient, enfin souhaitaient produire des légumes avec un moindre impact environnemental, et c'est pour ça qu'ils s'orientaient vers ces modèles-là. Et en fait, on n'avait pas trop de références. On ne savait pas si réellement ces modèles permettaient de produire des légumes avec un moindre impact environnemental. Alors, il y avait aussi des objectifs sociaux et une vision de la société plus large que simplement l'environnement, mais voilà. Et du coup, on s'est dit, ça pourrait être intéressant d'aller regarder la performance environnementale de ces fermes, et puis, quitte à faire ça, autant élargir à l'ensemble du spectre du maraîchage bio et d'aller regarder un petit peu en détail ce qui s'y passe. Voilà un peu Ok, comment ça a commencé. super. Et donc, tu as commencé un petit peu à en parler. Donc, le maraîchage bio potentiellement est perçu comme plus vertueux pour l'environnement. Et en fait, le travail que tu as mené a permis de montrer une diversité de modèles de maraîchage bio. Et quelle grande différence, du coup, est-ce que tu as identifié entre ces systèmes? Oui, en fait, c'était un peu la question de départ, c'était je comparais différentes fermes, mais en fait, qu'est-ce que le maraîchage bio? Et c'est assez vite ressorti que c'était pas un bloc homogène. Et donc, je suis allé enfin, j'ai lancé une enquête pour recueillir des données sur un grand nombre de producteurs. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, enfin, en tout cas, moi, j'ai distingué quatre grands types de fermes. Le premier, c'était les micro-fermes qui se caractérisent par des petites surfaces avec souvent un peu de plein champ et un petit peu de culture sous abri. Elles ont souvent un grand nombre de légumes, une grande diversité de légumes, des pratiques agricoles qui sont plutôt orientées vers des pratiques, on va dire, naturelles, des ressources locales, par exemple en fertilisation, une gestion de l'enherbement qui est plutôt extensive et manuelle, et puis une commercialisation plutôt en direct. Et voilà, souvent avec des petits chiffres d'affaires. Ensuite, donc ça, c'est les micro-fermes. Il y a le deuxième type, c'était les maraîchers de taille moyenne. En gros, c'est les maraîchers qu'on voit souvent sur les marchés ou euh, voilà, que l'on peut connaître autour de chez nous, qui sont un petit peu plus grands en plein champ, qui ont également souvent des surfaces en tunnel, qui ont également une grande variété de légumes différents, puisqu'ils s'adressent quand même surtout à des circuits courts. Alors pas forcément que la vente directe, ça peut aussi être aussi du circuit court avec un intermédiaire, type magasin de producteurs ou magasin spécialisé bio. Et ils ont des pratiques agricoles un peu plus diverses, assez naturelles, mais aussi voilà, qui peuvent avoir recours un peu plus à de la mécanisation, à divers intrants.
Et voilà, ça c'est un groupe qui était assez large avec une assez grande diversité. Et donc là, on est autour de 4-5 hectares de surface. Ensuite, on avait le troisième type, c'était les producteurs spécialisés dans la culture sous abri. Donc là, vraiment des gens qui n'ont pas ou très peu de plein champ, qui ont vraiment du tunnel ou des serres, et qui ont un nombre de légumes beaucoup plus restreint, qui sont spécialisés sur entre 3 et maximum 10 légumes, autour de 6-7 souvent, et qui dans leur pratique, s'appuient beaucoup plus sur des intrants extérieurs, alors toujours en bio, hein, mais des engrais issus du commerce, des engrais formulés, des engrais organiques, beaucoup plus de plastique pour couvrir les sols et gérer l'enherbement, etc. Et qui s'adressent plutôt à des circuits longs, avec des chiffres d'affaires plus élevés. Et le dernier type, c'était des maraîchers qui s'approchent de légumiers, plutôt spécialisés dans la culture de plein champ, avec là, pas de tunnel ou de façon très marginale. Par contre, des grandes surfaces, on est plutôt sur une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'hectares parfois, avec également un nombre de légumes qui peut être relativement restreint, donc des fermes relativement spécialisées. Et alors, en pratique agricole, on a trouvé une assez grande diversité, hein, une action qui s'appuie plutôt sur des intrants, d'autres pas trop, enfin moins, et s'adresse également souvent aux circuits plutôt longs. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est aussi des structures assez importantes comme les précédents. Voilà à peu près les 4 types. Donc en résumé, il y a les micro-fermes, les petits maraîchers, enfin de taille moyenne, les producteurs sous abri et les producteurs de plein champ sur assez grande surface. Mais c'est un peu à partir de ça que j'ai fait ensuite des analyses environnementales. Super. Peut-être une petite précision du coup pour les producteurs spécialisés sous abri, est-ce que c'est associé aussi à des plus grandes surfaces de production comme pour les producteurs de plein champ ou c'est plus diversifié en termes de surface? C'est pas forcément des très grandes surfaces. Ok, Ça peut être entre 3 et 10 hectares. Ouais, encore 10 hectares, c'est grand, mais c'est vraiment de la serre ou du ouais. tunnel, et du Mm, coup, c'est mm. beaucoup plus productif. Donc, même sur des petites surfaces, en fait, ça fait beaucoup de volume. Ok. Et en termes de périmètre géographique pour cette typologie, elle est restreinte sur un territoire donné? C'était la France. Alors, j'ai eu Et- plutôt des réponses du nord-ouest, du sud-est, parce que oui, alors j'ai pas précisé, mais donc j'ai fait ma thèse à l'UMRSA, à INRAE, et elle était financée par le CTIFL, donc le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Et là, je travaillais avec l'équipe qui est dans le sud-est à Saint-Rémy-de-Provence. Donc, c'est surtout les réseaux Ok. de ces deux régions qu'on a mobilisés pour avoir les données. Et donc, une fois que tu as déterminé cette typologie, quelles étaient finalement tes hypothèses ou tes objectifs de départ pour cette thèse? Donc, ouais, moi j'ai essayé de caractériser ces fermes. Donc, j'ai récolté des données sur 170 fermes à peu près. Et j'ai essayé de les mettre dans un graphique là qui croise le fonctionnement biotechnique et le contexte socio-économique. Voilà. Et donc, j'ai essayé de quantifier ces indicateurs-là pour toutes les fermes. Et voilà ce que ça donne. Donc, on voit que les micro-fermes, globalement, elles s'appuient plutôt sur des services écosystémiques et sont ancrées territorialement. Les marchés de taille moyenne, on voit qu'ils sont un peu plus bas, donc ils sont un peu plus mixtes. Ils s'appuient sur les services écosystémiques, mais ils utilisent aussi un certain nombre d'intrants. Les producteurs sous abri, on voit qu'ils sont plutôt orientés enfin, marché national ou mondial, plutôt national dans le cadre des légumes. Et, euh, et par contre, ça s'appuie pas mal sur les intrants extérieurs. Et puis les maraîchers en plein champ, pareil, avec des pratiques assez mixtes. Et voilà. Et du coup, l'hypothèse, c'était de se dire que ben, plus on s'appuie sur des intrants extérieurs, plus on aura un impact élevé d'un point de vue environnemental. C'est un peu l'hypothèse de départ et qu'on a cherché à vérifier. Voilà. Pour vérifier cette hypothèse, Antonin a utilisé la méthode de l'analyse du cycle de vie, ou ACV. Dans cet épisode, nous vous partageons directement les résultats de cette analyse, mais vous pouvez retrouver l'explication de cette méthode sur la vidéo YouTube à partir de 10 minutes 16. Donc venons-en aux résultats. Et alors finalement, donc, tu as réalisé cette analyse multicritère du coup pour caractériser différents types d'impacts environnementaux. Donc pour l'ensemble de ces fermes, c'est ça les 160? Non, t'as Non, pas j'ai fait pour 3 fermes. 3 fermes. J'aurais aimé Très faire plus, bien. j'aurais aimé avoir une par type, parce que donc, j'avais 4 grands types, et puis j'ai pas réussi, enfin, il y a eu le Covid qui est passé par là, plus bon, les aléas de la thèse. J'ai pas réussi à avoir les données pour le type 2. Mais j'ai quand même les D'accord. plus éloignés, donc c'était ça qui était intéressant.
Oui, donc tu as caractérisé une micro-ferme, un producteur spécialisé sous abri et un producteur légumier de plein champ. Exactement. Ok. Et alors, est-ce que enfin, tes résultats, a priori, n'ont pas forcément montré de performance environnementale extrêmement contrastée par rapport à la typologie que tu avais évaluée. C'est quoi les facteurs finalement qui vont influencer les impacts environnementaux de ces fermes? Alors, il y a des contrastes, mais ils sont pas dans un seul sens sur tous les critères. Enfin, on peut Hmm. pas faire un classement très clair. Et en fait, moi, je cherchais pas forcément à faire un classement. C'était Hmm. plutôt de comprendre pour chacune de ces trois fermes, qu'est-ce qui fait créer de l'impact ou pas. Et donc, on voit alors, une petite précision, là, j'ai indiqué les rendements en bas pour les trois fermes. Alors, petite précision pour ces rendements. Pour les micro-fermes, le rendement est de 35 tonnes par hectare. Pour les fermes sous abri, le rendement est de 67 tonnes par hectare, donc quasiment le double. Et par contre, pour les fermes en plein champ, le rendement est de 9 tonnes par hectare. C'est les rendements rapportés à la surface encadrés en rouge, donc y compris les bords de champ, les espaces intertunnels. C'est pas le rendement agronomique sur la planche ou sur la parcelle. C'est vraiment divisé par la surface de la ferme. Ok, très bien. Voilà. C'est Donc ça, c'est c'est les. étonnant, hein, des rendements aussi contrastés. Du coup, si tu Ouais. mettais en avant le fait qu'il y avait quand même une grosse proportion de surface non cultivée pour les fermes sous abri, finalement, c'est quand même celles qui produisent le Mm, plus mm. aussi. Oui. Alors il y a deux raisons à ça. C'est que d'une part, elle a deux cycles par an. Parce que sous serre, Mmh. en fait, ils produisent des tomates et des concombres l'été et des salades l'hiver, alors que la ferme de plein champ, elle a qu'un seul cycle. C'est beaucoup plus intensif. Et ensuite, on y reviendra un peu, je pense, après, c'est des légumes qui sont assez riches en eau. Et quand on ramène en rendement en matière sèche, Ah oui, en on se effet. rend compte que les écarts sont beaucoup plus faibles. Il y en a, hein, mais ils sont plus faibles. Voilà, et on reviendra un peu sur ces notions, je pense, tout à l'heure. Tac. Alors, les résultats, ouais, si je regarde un peu le changement climatique, en fait, ah oui, une des choses que j'ai pas dites, là, tu me parlais des limites de la CV, c'est que la CV, on compare des choses, mais il y a plein de façons de comparer les choses. Et quand on compare des fermes, est-ce qu'on compare les impacts par hectare de la ferme? Est-ce qu'on compare les choses par kilo de légumes produits? Et puis par kilo, est-ce que c'est par kilo de légumes bruts ou par kilo de matière sèche? On pourrait comparer par euro produit aussi. Mmh. Et ça donne des résultats assez contrastés. Là, on voit qu'il n'y a pas un classement clair et que enfin le classement entre les fermes, donc il y a la micro-ferme, le sous-abri et le plein champ, ça dépend de l'unité qu'on choisit. Sous-abri, la ferme sous-abri a plus d'impact par hectare, mais par kilo, elle n'a pas forcément plus d'impact que la micro-ferme, par exemple. Et en tout cas, Mmh. les différences sont vraiment beaucoup plus petites. Ce qui veut dire notamment que enfin, ouais, les différences sont plus petites et la plus grande productivité de la ferme sous abri, donc elle est beaucoup plus productive à l'hectare, mais ça compense pas totalement son impact supérieur parce que même ramenée par kilo, elle garde un impact un peu supérieur au plein champ. Je sais pas si Mmh. je suis très clair, Si, mais si. Enfin, je crois voilà. que j'ai compris en tout cas. J'espère que les auditeurs aussi, sinon ils se signaleront. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi sur ces graphiques, donc là, les différentes couleurs, ça correspond aux différentes Les sources d'impact. sources, ouais. Et donc sur la micro-ferme, on voit que c'est essentiellement le diesel, là en jaune, qui compte pour la moitié. Et alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette ferme, le diesel, il sert un tout petit peu au tracteur, mais surtout à l'irrigation pour pomper l'eau de l'étang qui est à côté. Et le tunnel compte pour 27%. Alors c'est pas le tunnel en lui-même, c'est sa fabrication. Et on considère un amortissement sur une certaine durée de la structure. Donc derrière, il y a effectivement des hypothèses qui peuvent être rediscutées, mais c'est la construction de l'acier et du plastique nécessaire au tunnel qui génère 27, enfin, en gros un quart des impacts carbone de la microferme. Bah, sous abri, étant donné qu'il y a beaucoup de tunnels, les tunnels comptent pour un tiers de l'impact, mais également la fabrication des fertilisants qui sont fabriqués de façon industrielle, alors à partir de matières organiques de ferme, mais qui sont séchées, compressées, etc. Donc tout ça, ça consomme de l'énergie et ça émet des gaz à effet de serre. Et puis les plants aussi consomment 15% parce qu'ils sont produits en pépinière, qui sont des pépinières chauffées. Alors c'est autorisé en bio d'avoir des pépinières chauffées pour commencer la saison plus tôt et avoir des tomates plus tôt dans la saison. Donc Mmh. ça, c'est des impacts indirects qui ne sont pas vraiment produits sur la ferme directement. Et puis en plein champ, la moitié, c'est le diesel des tracteurs, parce qu'en gros, c'est la principale opération qu'il y a. Et puis les autres émissions, c'est les émissions directes, c'est-à-dire la dégradation des fertilisants, des engrais, du fumier,
en N2O. Il y a une partie de volatilisation de l'azote sous forme de N2O qui est un gaz à fort euh, pouvoir réchauffant et qui va compter pour un tiers des émissions. Voilà, les autres fermes en ont aussi, mais comparé aux autres émissions, ça représente beaucoup moins, quelques pourcents, quoi. Hmm. Voilà, en tout cas, et ce qui fait qu'on va avoir tendance à regarder, enfin, il y a différents profils d'impact et donc différentes pistes d'amélioration ferme par ferme et c'est pas, voilà, c'est pas un conseil monolithique à donner. Ouais, du coup, quand tu parles de conseils ou de préconisations, est-ce que ça porte sur de l'adaptation de matériel, de l'adaptation de pratiques? Enfin voilà, est-ce que ce serait par exemple, est-ce que ça va jusqu'à envisager de Hmm. réduire l'irrigation, ce qui n'est pas forcément très compatible avec le fait d'atteindre un objectif de rendement, mais enfin, est-ce que vous êtes allé jusque-là dans la réflexion, jusqu'à formuler Pas des complètement, mais préconisations? un petit peu, enfin, en discutant avec des agriculteurs, c'était pas vraiment le cœur de ma thèse, mais en présentant les résultats à des agriculteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses à. Enfin, eux, ça leur donnait des idées sur l'irrigation, par exemple. Euh, Bah, effectivement, ils vont pas arrêter d'irriguer, c'est pas vraiment possible en légumes. Par contre, ils peuvent réfléchir aux sources d'énergie pour irriguer. Voilà, certains parlaient d'installer une pompe solaire ou des. Voilà, je rentre un peu dans la technique, mais des espèces de cuves tampons où ils vont pomper le jour, enfin pomper quand il y a du soleil par exemple, avec un panneau solaire, ramener l'eau à surface terrestre et ensuite irriguer quand il y en a besoin. Même s'il n'y a pas de soleil, on peut quand même Mhm. irriguer avec des panneaux solaires qui nécessitent peu de batterie, parce que les batteries aussi de panneaux solaires, c'est pas génial. Voilà, donc ça donnait des idées, mais en tout cas, c'est difficile. Et alors, ouais, une chose que j'avais envie de partager, le cas d'étude de la microferme, là, j'avais beaucoup discuté avec ce monsieur et je l'avais même fait intervenir à faire une présentation avant ma soutenance de thèse. Et lui, il avait une vision très environnementale quand il s'était installé. C'était vraiment, je veux faire ma microferme pour avoir le moins d'impact, pas d'intrants, etc. Et il nous avait expliqué tous les compromis qu'il avait fait sur les 5 premières années entre ses idéaux initiaux et puis la réalité de la pratique, en se disant, bah, il y a certaines choses, je suis revenu sur mes choix parce que c'était pas possible, soit techniquement, ça produisait pas assez, soit humainement, physiquement, c'était trop de travail, trop de temps, ou du temps au mauvais moment quand on a tous les rushs et tous les récoltes, etc. Euh, donc c'était super intéressant de voir que ces préconisations environnementales, elles sont vraiment à mettre en balance avec d'autres aspects de la durabilité d'une ferme ou de la vie d'une ferme, notamment ben, le temps de travail, la pénibilité du travail, Mhm. la capacité à générer un revenu, parce que c'est ça qui fait qu'on va tenir dans la durée. Ouais. Euh, voilà. Et que c'est beaucoup du cas par cas. Ok, super. Et voilà. Alors là, j'ai parlé du changement climatique, je peux peut-être passer sur d'autres Oui, oui, indicateurs, à moins que volontiers. tu souhaites les mentionner Non, 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 après. super si tu peux dérouler peut-être tes résultats Ouais. pour permettre à tout le monde d'avoir Ouais. cette vue avant qu'on rentre dans la discussion. Ouais. Euh, En fait, quand on regarde ces graphiques, là, on voit que la ferme sous abri a quand même plutôt l'air d'avoir plus d'impact que la ferme de plein champ, mais donc c'est sur le changement climatique. Et si je regarde la consommation de terre, c'est-à-dire d'espace, Mhm. euh, alors bon, par hectare, c'est à peu près équivalent parce qu'il y a peu de surface indirecte, donc un hectare consommera toujours un hectare. Mais par kilo de légumes produits, que ce soit par kilo de matière enfin, brute ou de matière sèche, la ferme de plein champ va consommer plus d'espace pour produire un même kilo de légumes. Mhm. Et donc, on voit qu'il y a bon, voilà, je vous ai dit, il y a effectivement des rendements plus faibles et un seul cycle de production par an. Et qu'on voit une certaine tension entre la consommation de terre et le changement climatique, enfin l'impact sur le changement climatique. Et ça donne souvent du grain à moudre à différents courants en agriculture, quoi, entre ceux qui disent qu'il faut intensifier pour limiter l'extension des terres agricoles sur les espaces naturels, et d'autres qui disent qu'au contraire, il faut plutôt désintensifier pour limiter l'impact sur chaque hectare de production, ou même où chaque kilo produit. Et, euh, et voilà, et ma thèse t'as pas la prétention de trancher entre les deux, mais ça montre que les choses sont pas si simples et que sûrement un peu, la vérité est sûrement un peu entre les deux et dans un agencement de ces différents modèles de production. Et donc oui, en effet, tu as travaillé sur un indicateur spécifique sur l'usage du plastique.
Et c'est Oui. un sujet qui n'est pas forcément traité couramment dans les méthodologies liées à l'analyse de cycle de vie. Et du Mm. coup, enfin voilà, comment fonctionne cet indicateur? Comment tu l'as utilisé? Quel enseignement en as-tu tiré? Ouais, alors c'est un indicateur qui est, alors moi, assez simple en fait, parce que c'est vraiment un indicateur d'usage, de consommation de plastique. J'ai regardé le plastique qui était consommé sur la ferme. Donc c'est Voilà, plastique, ah oui, ok, tout type de plastique, à tout la type de fois plastique. les tunnels, là, enfin le plastique qui est autour des tunnels, Mhm, le plastique qui sert à couvrir le sol pour, en paillage plastique, en mulch, les tuyaux d'arrosage, d'irrigation, les filets de protection contre le gel ou les insectes, les pots et les plaques alvéolées là, pour faire les semis, etc. Donc, j'ai regardé tout ça, j'ai estimé les volumes produits. Donc là, c'est simplement en kilos de plastique, soit par hectare et par an, soit par tonne. Au final, on regarde on a les mêmes profils. Et donc là, c'est encore un indicateur d'usage. Et en ACV, il y a de plus en plus de travaux qui essayent de transformer ça en impact. Parce que donc le plastique est regardé sur, ça consomme de l'énergie, ça émet des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est compté dans ces indicateurs-là. Mais il y a toute la pollution liée aux microplastiques dans les sols, dans les océans. Et même on en retrouve dans les légumes, enfin dans les produits agricoles en général. Euh, et il y a de plus en plus de recherches pour essayer d'avoir des indicateurs sur la pollution générée par le plastique. Donc moi, j'ai pas pu aller jusque-là, puis je suis pas chimiste, mais, euh, mais en tout cas, quand on regarde ces résultats, on voit qu'il y a des niveaux d'utilisation des plastiques qui sont très contrastés entre les différents systèmes et que ça vaudrait le coup d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Oui, euh, donc il y avait aussi une question d'échelle, hein. Quand on voit que la ferme sous abri utilise beaucoup plus de plastique que la microferme, certes, la microferme a aussi des tunnels, mais en fait, comme c'est des échelles plus petites, le plastique autour des tunnels est changé beaucoup moins souvent parce que dès qu'il est un peu cassé, il va être réparé, alors que dans les fermes spécialisées sous abri, souvent, on va changer l'ensemble des plastiques des tunnels tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, en se disant que bah, il faut les changer. Parce que si ça commence à craquer une saison, ça va vraiment être ingérable. Donc mhm. voilà, sur des plus petites fermes, on peut avoir plus de maniabilité, donc plus de réparation possible. Voilà. Et puis tout ça pour dire, enfin les autres commentaires, c'était pour revenir sur le fait que c'était pas un indicateur ACV, c'était vraiment un indicateur d'usage et qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais que c'était un premier pas et que, enfin voilà, les différences montrent que c'est sûrement à creuser. Super, merci Antonin. Du coup, peut-être pour mettre un petit peu en perspective les résultats que tu viens de nous présenter. Alors, il y a deux questions que que je vais te poser assez rapidement, je pense. Mais j'en ai peut-être une première pour conclure un peu sur la globalité du travail que tu as réalisé. Si je suis un maraîcher bio ou s'il y a un ou une future maraîchère qui nous écoute, quelles sont les principales conclusions finalement qu'on peut retenir de la recherche que tu as réalisée? Disons que, bah, il faut être conscient qu'il y a des impacts à la production. Qui sont différents. Moi, j'étais assez frappé de l'impact de l'irrigation, enfin en termes de coût énergétique. Alors quand c'est des pompes électriques, ça a moins d'impact carbone parce que l'électricité est assez décarbonée en France. Mais voilà, j'étais assez surpris de cela et des abris, notamment, enfin des structures métalliques, des abris ou plastiques. J'avais pas conscience que ça avait autant d'impact et ça m'a aussi beaucoup surpris. Voilà. Néanmoins, une autre chose qui m'a frappé, c'est que là, on regarde pour entre fermes bio, entre légumes bio, et là, j'ai repris donc sur le changement climatique, j'ai repris mes trois fermes, là, le graphique de droite. On voit la microferme, la ferme sous abri, la ferme de plein champ. Donc, c'est des impacts carbone rapportés par kilo de légumes. Mhm. Et je les ai comparés à des données issues d'Agribalyse, donc la base de données nationale de l'ADEME, à une tomate produite sous serre chauffée moyenne et une tomate produite sous serre chauffée, une serre récente et chauffée à la biomasse et au gaz. Et on voit que les impacts sont sans commune mesure. Donc, donc aux maraîchers bio qui voudraient s'installer ou qui sont déjà installés, j'ai envie de dire qu'ils font déjà pas mal et que tant qu'ils évitent, enfin avec le chauffage, en gros dès qu'il y a du chauffage, c'est vraiment, ça explose tous les impacts en termes, Hmm. notamment de changement climatique.
Donc, il faut Ok. pas non plus trop culpabiliser, quoi. Quand on produit des légumes, on n'est pas, même si on a un tunnel qui a généré des émissions de gaz à effet de serre à la production, etc. euh, Bah, si on ne chauffe pas ce tunnel, c'est quand même déjà vachement bien, quoi. Ouais, c'est vraiment le driver principal de l'impact environnemental, en tout cas pour Mm, l'indicateur mm. changement climatique. Et Voilà. donc Donc ce là, ouais. graphique-là, il présente le changement climatique par kilo de tomates cultivées dans une Alors, microferme sous abri plein champ, ou est-ce que c'est plutôt de pour légumes. montrer de légumes? Ok, Ouais. ça Sur marche. les 3 premières fermes, j'ai vraiment pris l'ensemble des légumes de la ferme et j'ai comparé ça avec des tomates parce que c'était ce qui était dans la base de données. D'accord, super. Mais bon, pour tous les légumes, en gros, tant qu'il n'y a pas de chauffage, pour tous les légumes, on est entre voilà, autour de 100, entre 100 et 200 grammes de CO2 par kilo de légumes et, euh, et c'est au moins 10 fois plus dès qu'il y a du chauffage. Hmm, ça marche. Du coup, on a commencé à en parler un petit peu par rapport aux leviers concrets que les producteurs peuvent activer pour améliorer la performance environnementale de leur exploitation. Donc, bah, il y a chauffer ou ne pas chauffer sa serre Mhm. déjà. Il y a revoir les sources d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres leviers comme ça qu'on peut lister un peu facilement, en tout cas d'objets à regarder si on s'appuie sur ton travail pour cette réflexion? Ouais, alors bah là, je vais aller à un autre impact dont j'ai pas encore parlé. Sur la biodiversité, il y avait des Mhm. éléments assez intéressants que j'avais trouvés. Du coup, je présente un petit peu ces résultats avant de rentrer dans le concret des conclusions. Mais là, donc j'avais regardé avec un outil qui s'appelle Salca Biodiversité l'impact des pratiques agricoles, enfin des fermes du coup, sur la biodiversité. Donc plus on est haut, plus on est favorable à la biodiversité. Donc là, c'est un peu l'inverse que les autres graphiques où avant plus on était haut, plus on avait d'impact. Là, c'est plus on est favorable. Mhm. Et donc on voit que quand on regarde uniquement les surfaces cultivées, ce qui est intéressant, c'est de regarder le total, on voit qu'il y a des petites différences, mais pas une énorme différence entre les fermes. C'est lié à quelques différences de pratique, notamment parce que l'outil ne doit pas être très sensible. Il inclut pas mal les pesticides ou les engrais de synthèse, mais particulièrement les pesticides sur l'impact biodiversité. Et en bio, ils n'utilisent pas de ces produits, donc l'impact est relativement faible. Voilà, ça c'est quand on regarde que les parcelles cultivées. Moi j'ai eu envie d'élargir à toute la ferme, y compris les zones non cultivées, ce qu'on appelle les habitats semi-naturels. Donc les haies, alors les zones rudérales, c'est les espaces un peu sauvages euh, entre les fermes, enfin, enfin, sauvages, mais voilà, par exemple les espaces entre les tunnels. Et puis pour les fermes qui ont quelques espaces en prairie, notamment les fermes de plein champ, elles ont souvent un petit bout de zone pas très cultivable le long d'une rivière où c'est en herbe. Euh, et ben ça va rentrer aussi dans ces milieux semi-naturels. Et là, on voit que les scores sont beaucoup plus élevés, donc beaucoup plus favorables à la biodiversité quand on regarde vraiment l'ensemble de la ferme, parce que ces espaces-là sont particulièrement favorables à la biodiversité. Donc en tout cas, si on veut améliorer son impact biodiversité, il faut effectivement bon, travailler sur les pratiques agricoles pour essayer d'avoir des pratiques plutôt légères, mais également et peut-être surtout préserver des espaces pour la biodiversité. Alors là, la ferme sous abri ressort avec un très bon score. Alors, peut-être que l'outil n'est pas très sensible, mais en fait c'est lié à tous les espaces, parce qu'un tiers de la surface de la ferme est finalement des surfaces laissées en libre évolution entre les tunnels. Voilà, ce qui est très fortement valorisé par l'outil de mesure. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Il faudra aller mesurer ça plus finement, mais on va dire le message général, c'est que tous ces espaces sont importants pour la biodiversité sur une ferme et que pour maintenir la biodiversité, il faut entretenir des haies, des zones non cultivées et, et voilà, Moins fauché. moins Et donc, fauché, ouais. dans ce que tu dis, finalement, ça montre l'intérêt aussi bah, de regarder différents types de performances environnementales et ce qui permet de voir que il ne s'agit pas d'actionner un levier en particulier, c'est que les leviers à mobiliser sont très dépendants aussi du type de performance que tu veux maximiser en fait. Il n'y a pas forcément un levier qui va permettre de répondre à toutes les questions de performance en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de Mm, mm. préservation de la biodiversité, d'eutrophisation, etc. Il y a peut-être quelques effets combinés, mais Oui, complètement. Mais même si on regarde par exemple, le changement climatique, même si on regarde que ça, il n'y a pas un levier qui va permettre de résoudre la question climatique. Alors, un peu le chauffage quand même. Euh, voilà, mais ça, c'est au niveau. C'est intéressant. Enfin, moi, mon travail il est porté à l'échelle de la ferme.
Et, Mm, euh, mm. et effectivement, le chauffage est vraiment très néfaste, mais sauf que les fermes, elles sont pas isolées, elles sont incluses dans un système alimentaire plus général. Et en fait, ça va être lié au mode d'alimentation. Si on continue à manger des légumes qui sont pas de saison et qui sont produits à contre-saison, donc soit avec du chauffage, soit par de l'importation, on aura des impacts forcément. Donc voilà, en fait, enfin, ce message, c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas tout faire porter aux agriculteurs en termes d'impact. Évidemment, ils ont une grande part de responsabilité dans leur choix, mais en tant que consommateurs, et on l'est tous, Mm, mm. on a aussi une grande part de responsabilité. Et d'ailleurs, c'est un message qu'on entend souvent de la profession agricole, et je pense à peu près tout courant confondu, c'est que euh, bah, ils produisent, il faut qu'il y ait un marché en face de leur production et que leurs modes de production correspondront à ce qui Ouais, s'achète, à ce qui se vend, quoi. tout à fait. Pas complètement vrai non plus, c'est pas complètement linéaire mais voilà. Non, mais voilà, on est intégré, ces fermes, elles sont intégrées dans des systèmes socio-économiques. En tout cas, il y a des interdépendances Ouais, forcément ouais. qui rentrent Et en ligne même, de euh, compte. et même voilà, sur mes trois systèmes, la micro-ferme, ferme spécialisée sous abri, ferme de plein champ, en fait, ils produisent des légumes différents pour des marchés différents. Et, euh, Et c'est pas parce que peut-être la ferme sous abri a l'air pire, entre guillemets, que il faut forcément les supprimer parce qu'elles répondent aussi à l'alimentation en salade, en tomates, qui sont des produits très consommés de grandes villes. Mm. Et que, et que, voilà, en tout cas pour l'instant, dans le système alimentaire actuel, on n'a pas d'autre moyen de faire autrement. Et, et c'est probablement aussi des pistes de recherche pour plus tard, hein, d'aller regarder comment essayer de supprimer les impacts en repensant plutôt les modèles de consommation et d'approvisionnement des bassins de consommation. Ouais, tout à fait. On va peut-être prendre quelques questions des participants, parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Et je vois que l'heure tourne. Alors, il y a Hmm. déjà une question de compréhension justement sur ce volet biodiversité. Oui, Qu'est-ce qui a été mesuré effectivement pour obtenir ces résultats? Peut-être que tu peux expliciter un tout petit oui. peu comment fonctionne Salka? Ouais, je suis passé très vite. En fait, donc on n'est pas allé sur le terrain mesurer, c'est un outil qui, on va dire, donne une note à certaines pratiques. Donc moi, j'ai rentré toutes les surfaces de la ferme et j'ai décrit les pratiques qui étaient. Est-ce qu'on a travail du sol, pas de travail du sol, la période de fauche pour les parties fauchées, le nombre de traitements, le nombre d'apports en matière organique. Et l'outil va donner une note à chacune de ces pratiques. Euh, voilà, alors il regardait 11 groupes d'espèces, des espèces, voilà, les carabes, des abeilles, les oiseaux, la petite faune, les araignées, les petits mammifères, pardon, les araignées, etc. Il y en avait 11 comme ça, les plantes aussi, les végétaux. Euh, et ensuite, il agrège tout ça et donne une note, quoi. Donc, c'est une évaluation, c'est un outil à dire d'expert que s'appuie, enfin, toutes ces notes-là ont été trouvées grâce à la littérature et des échanges avec des spécialistes de la biodiversité des différents groupes d'espèces qu'on était allé interroger pour adapter cet outil, parce que c'était un outil préexistant, mais qu'on a adapté pour les légumes, parce que tous les légumes n'étaient pas dedans. Mm. Euh, voilà. Donc on n'est pas allé mesurer. Et ça explique aussi, par exemple, la grande barre verte dans la ferme sous abri. Euh, je pense que l'outil n'a pas été conçu était plutôt conçu pour des grandes fermes où les zones rurales représentent des petites surfaces et que Mm. sur des fermes là, en l'occurrence, c'était une ferme de 3 hectares, et bah, tout de suite, si on a 1 hectare de zone rurale, ça fait un tiers de la surface et là, ça explose les scores. Donc peut-être qu'il y a des calibrages à retravailler un petit peu. Ouais. Et peut-être pour aller plus loin par rapport à l'effet discriminant, on peut peut-être faire la comparaison avec ce que tu as présenté tout à l'heure dans ton graphique où tu mettais en comparaison les performances des trois systèmes avec une serre chauffée. En fait, Hmm. si on comparait ces trois fermes types qui sont en bio avec des fermes qui ne seraient pas en agriculture biologique, étant donné que Salka intègre l'effet Hmm. des pesticides de synthèse sur la biodiversité, forcément, il y aurait un effet augmenté de par la construction du modèle. Donc, en effet, c'est sûr que Hmm. l'outil d'évaluation fait peser un peu l'effet discriminant. Il Hmm. y a une autre question par rapport aux indicateurs de l'ACV, c'est est-ce qu'ils prennent en compte la durée de vie des matériaux? Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être qu'il faut
revenir un Oui. peu dessus, notamment pour les plastiques et les structures métalliques? Et puis s'ils sont pris en compte, est-ce que tu peux préciser comment? Oui, tout à fait. Alors, c'est pris en compte. Souvent, on utilise enfin, il y a des bases de données d'ACV qui ont fait le travail donc, pour toutes les, on va dire, les impacts d'arrière-plan, c'est-à-dire la construction d'un tracteur, etc. Et donc, on estime qu'un tracteur, il est capable de tourner X heures, et donc ça va être amorti quand moi j'utilise euh, quelques heures de tracteur sur ma ferme. On va considérer un petit pourcentage de l'impact de la construction du tracteur. Et sur les serres, donc, qui m'a un peu plus occupé, en l'occurrence, on a considéré que les structures métalliques étaient utilisées 20 ans, donc l'impact est amorti sur 20 ans. Et le plastique, il était donc dans le cas de la ferme sous abri. Alors là, je me suis appuyé sur les données réelles fournies par les fermes. Ils m'ont dit qu'ils le changeaient tous les 4 ans. Donc là, j'ai considéré une durée de vie du plastique de 4 ans. Et la microferme, ils m'ont dit qu'ils le changeaient tous les 7 à 8 ans, donc j'ai considéré 7 ans et demi. OK, merci Antonin. Il y a, un point d'étonnement, pour, Mm. la ferme en plein champ, Oui, 0 plastique. C'est surprenant, notamment mm, sur des légumes de plein champ nécessitant des voiles thermiques anti-insectes, bâches, plastique lié au dispositif d'irrigation. Est-ce que tu peux oui. clarifier ça? Bah alors, oui, alors ça va être C'est aussi c'est une des limites de mon étude, enfin, limite en tout cas des points de vigilance, c'est Mmh. que moi je me suis appuyé sur 3 fermes, c'est des cas réels, et ça ne veut pas Oui, dire que toutes les fermes, toutes les bien micro-fermes sont sûr. comme ça, toutes les fermes sous abri sont comme ça, et toutes les fermes de plein champ sont comme ça. Et notamment cette ferme de plein champ est une ferme particulièrement extensive qui utilisait par le passé beaucoup plus de voiles thermiques, beaucoup plus de voiles de protection contre les insectes, et qui petit à petit a fait le choix de les supprimer parce que c'était beaucoup de travail, beaucoup voilà, de pénibilité, de vigilance, et a plutôt fait le pari qu'avec une rotation assez diversifiée, la plupart des problèmes seraient évités, et que s'il y avait des petits problèmes, eh ben, ils acceptaient des pertes de rendement aussi. OK, Voilà, et donc c'est pour ça qu'en fait ils en utilisent très peu, et ce qui explique aussi leur rendement beaucoup plus faible. limité. Et Mmh. là, c'est des choix, en fait, c'est des choix stratégiques de gestion de ferme. Ils ont une surface qui leur permet de sacrifier un peu une partie du rendement. Ils vont compenser par une plus grande surface, donc ils vont quand même tirer des volumes de légumes relativement importants qui leur permet de vivre de leur travail. Euh, Quand on est sur des beaucoup plus petites surfaces, on a moins cette latitude-là. Donc en fait, c'est vraiment voilà, des stratégies d'entreprise après, individuelles. Ouais. Mais Ouais. effectivement, c'est pas forcément représentatif de toutes les fermes de plein champ. Certaines utilisent beaucoup plus de plastique et beaucoup plus de passage de machines aussi, euh, voilà, de désherbage thermique qui sont assez émetteurs aussi. OK. Et beh, justement pour revenir sur cette, heu enfin, en tout cas, le point de représentativité, en tout cas, des 3 fermes sur lesquelles tu as réalisé, ces analyses-là. Du coup, il y a une question enfin, voilà, qui revient sur cette, représentativité. En fait, dans quelle mesure est-ce qu'on peut interpréter les performances comparées? Enfin, tu vois, Mm. enfin, finalement, est-ce que si on avait choisi, une ferme de chacune de ces classes, ailleurs, on avait quand même, des chances de retomber à peu près sur nos pattes, ou est-ce que les résultats peuvent être, tout à fait, différents? Combien de temps ça te prend, de faire une analyse, de cycle, Mm. sur une exploitation? Et ben quand, comme moi, on savait pas en faire avant la thèse, et ben ça prend pas mal de temps. Maintenant, ce serait beaucoup plus rapide. Enfin, il y a quand même un temps de collecte de données qui est assez important. Ouais. Non, en fait, pourquoi aussi j'ai fait seulement 3 cas d'études, c'est que il y avait un enjeu méthodo sur comment on fait de la CV sur ces petites fermes ultra Mmh. diversifiées. Parce que d'habitude, classiquement, on fait plutôt de la CV sur une culture. Et Et oui. donc, on va regarder une surface de blé, combien de tracteurs, combien de fertilisants, Mmh combien mh. de pesticides, etc. Et puis on va faire la même chose sur le maïs, et puis sur la même chose sur les autres cultures, et puis voilà, comme ça on construit la ferme. Mais sur une micro-ferme qui avait 40 légumes sur 2500 mètres carrés, chaque planche faisait 40 mètres carrés à peu près, ou même pas. Euh, Ah, c'est un et travail de sur une même planche, il y fourmi. avait plusieurs légumes. Enfin bref, c'était impossible de séparer les légumes. Et donc j'ai passé pas mal de temps à essayer de me creuser la tête sur comment faire. Et puis au final, ben, je l'ai pas fait. J'ai utilisé une approche globale où je me suis dit, je vais regarder tout ce qui rentre sur la ferme, tout ce qui sort sur la ferme, et je vais ramener ça au kilo de légumes produits sur la ferme, sans Mmh. regarder légume par légume. Et donc voilà, il y avait aussi cet enjeu méthodo de Ouais, ce comment on choix s'y prend. méthodo, Ouais.
Et puis voilà. Et donc, bah, une fois que tout ça c'est en place, c'est un peu plus rapide, je pense, et que ce serait intéressant d'aller plus loin, de regarder plus de fermes pour voir s'il y a des grosses différences au sein des micro-fermes, au sein des fermes sous abri, etc. Ouais. Après, je pense qu'il y a quelques vérités quand même. Alors, effectivement, il ne faut pas généraliser du tout, mais on voit que les, les abris, la construction des abris ont un certain impact, que l'utilisation d'engrais formulés, enfin processés de façon industrielle ont un certain impact. Euh, voilà, après, Oui, ça, c'est des traits communs de toute façon aux trois systèmes. Finalement, au-delà de la comparaison des systèmes entre eux, c'est ce ouais. que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment les types de. Enfin, il y a un certain nombre de choix, en tout cas, qui conditionnent la performance sur le climat, la biodiversité, Mm, peu mm. importe le format ou la typologie de l'exploitation. Oui, c'est ça, ouais. Euh, je pense que la question, elle est posée. Alors, elle est posée par Lionel Jourdomey, qui est enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro en agronomie et qui pilote notamment le projet de micro-ferme qui s'apprête à voir le jour à Mm. Bordeaux Sciences Agro. Donc, j'imagine qu'il vient chercher un peu aussi des éléments de réflexion sur les bons choix stratégiques à faire à l'implantation de cette ferme. Lionel, si tu souhaites compléter, n'hésite pas à rajouter des questions. Alors, il y a une réaction aussi par rapport à la micro-ferme dont le bilan carbone a l'air d'être très alourdi par la pompe diesel dont tu parlais pour Mm. l'irrigation. Euh, et la personne évoque le fait que malgré tout, la plupart des pompes agricoles sont électriques. Mm. Voilà, donc la question qu'il pose, c'est n'y a-t-il pas un biais à corriger lié Mm. au choix de la micro-ferme étudiée? Alors, est-ce que c'est à corriger ou est-ce que c'est en tout cas à bien avoir en tête Ouais, dans bah oui, l'analyse des oui. résultats? Ouais, c'est vrai que dans les diapos un peu de conclusion, là, j'avais marqué ça, c'est enfin donc l'effet choix de chaque cas d'étude. Et effectivement, cette microferme-là est pas reliée au réseau électrique, elle est un peu isolée, et donc c'est pour ça qu'elle a une pompe thermique. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là, donc la grande barre jaune là, de la microferme, c'est le diesel, donc essentiellement l'irrigation. Et l'irrigation, pour la ferme sous abri, c'est la barre verte, parce que c'est de l'électricité. Donc on voit que effectivement, c'est bien beaucoup moindre, l'impact est beaucoup moindre, alors qu'il y a potentiellement, enfin, plutôt plus d'irrigation dans la ferme sous abri. Et donc effectivement, c'est un gros biais, hein. Si on imagine, si on enlève la barre jaune de la microferme, il reste beaucoup moins d'impact. Hmm, Donc oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser non plus. Mais alors, ouais. donc ça c'est sur le changement climatique. Néanmoins, j'ai regardé aussi l'énergie. Et donc là, ça prend pas en compte enfin voilà, on regarde l'énergie, que ce soit sous forme électrique ou diesel, finalement, ça importe Hmm. peu. C'est des Ouais, tu parles gigajoules ou des en quantité mégajoules. d'énergie. Hmm. Et là, on voit donc le jaune, c'est toujours pour la microferme, toujours le diesel. Ça représente une certaine quantité d'énergie. Et cette même énergie d'irrigation, donc l'électricité en vert pour la ferme sous abri, elle est vraiment plus importante aussi. Alors, en tout cas, plus importante par hectare. Quand on ramène par kilo, c'est un peu plus discutable, c'est un peu plus d'ordre comparable. Par kilo de légumes, finalement, il faut à peu près autant d'énergie pour irriguer dans la microferme que sous abri. Hmm. Ok. Voilà. Il Mais y a- ouais, tout à fait d'accord pour prendre tous ces résultats avec des pincettes. Et ça fait partie aussi des critiques qu'on peut formuler à la CV, c'est que souvent, enfin, il y a des hypothèses qui sont faites et on les connaît pas forcément. Et donc, si on regarde que le résultat final, donc je suis très content que la Oui, personne ait relevé ça. En fait, c'est ils que sont très vraiment le diable se attentifs. cache dans les détails et qu'il faut faire attention à pas être trop hâtif dans les comparaisons, dans les conclusions qu'on tire. Ouais, tout à fait. Il y a un sujet aussi sur l'autoproduction de plants à laquelle tu faisais référence Hum, tout à l'heure avec le fait que forcément elle génère une consommation d'intrants. hum. Mais est-ce que pour ceux qui... Alors, attends, pardon, j'ai un problème d'affichage. Est-ce que pour ceux qui achètent les plants plutôt que de les produire, les impacts externes ont bien été pris en compte? Oui, oui, absolument. C'est vraiment C'est la intégré, logique que ce cycle de vie. soit On produit intègre sur place les. ou en Ouais, amont. ouais, ouais. Très bien. Alors, ils sont intégrés de façon peut-être moins fine parce que bah, pour le coup, c'est des bases de données qui disent que pour produire un plant de tomate, il faut à peu près, c'est à peu près tel impact. Euh, voilà. Mais alors que bah, pour les fermes qui produisent leurs plants à la ferme, j'avais vraiment les données précises de la ferme. Mais je pense qu'avec des données moyennes, c'est tout à fait valable aussi comme résultat.
Ok, donc c'est pas censé être trop discriminant. Bah, un petit peu sur la ferme sous abri, les semences sont où laissez-les en gris là, finalement ça représente quand même pas mal. Alors ça c'est l'énergie, si je remonte au gaz à effet de serre, je sais pas pourquoi, hein, mais voilà, ça représente quand même pas mal et c'était lié au chauffage de ces plants De dans les la. pépinières. Ok. Alors que sur la microferme, ils chauffent pas ces plants. Hmm, ok. Ce serait Certaines fermes intéressant chauffent un petit d'avoir peu leurs plants. des. En Pardon. fait, un radar avec l'ensemble des niveaux de performance en fait par volet, d'avoir une vue d'ensemble. Parce Hmm, que tu parles d'évaluation multicritères, et ouais, du coup, on voit les critères indépendamment les uns des autres. je crois que j'avais essayé de le faire T'as quelque fait des part, petits voilà. radars, super. Ouais. Alors bon, après les radars, faut toujours faire attention parce que des Ouais, fois, il y a des impressions aussi, selon l'ordre dans lequel on met c'est les vrai. différentes dimensions. Ça peut donner des impressions plutôt, enfin voilà, différentes. Mais oui, globalement, par hectare, on voit que la ferme sous abri, elle a plutôt plus d'impact. Donc plus on est vers l'extérieur, plus on a d'impact. Par hectare, elle a plutôt plus d'impact, la ferme sous abri, parce qu'effectivement, elle concentre beaucoup de production, donc beaucoup d'intrants sur une petite surface. Et la ferme de plein champ a plutôt moins d'impact. Par contre, par kilo, là, c'est un peu plus varié. Et voilà, la consommation de terre est beaucoup plus forte pour la ferme de plein champ. Malgré sa plus grande production, enfin voilà, son plus gros rendement, même par kilo, la ferme de sous-abri, donc en orange, reste quand même avec un impact tout dans on va dire dans la fourchette haute, soit plus haut que les autres, soit équivalent aux autres. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé un peu intéressant sur ces diagrammes, c'est de voir que la microferme, finalement, elle est un peu intermédiaire entre tout ça. Elle est rarement plus haut, alors un petit peu parfois, et rarement la plus basse non plus. Et se dire en tout cas, par rapport à l'hypothèse initiale dont je parlais au tout début, c'est que c'est un modèle qui est modèle de production, qui est plutôt intéressant d'un point de vue environnemental, qui est pas sans impact non plus, Mhm. hein, mais qui est pertinent. Et même ramené par kilo de légumes, en fait, c'est plutôt intéressant aussi. Donc, c'est plutôt productif. Enfin, en tout cas, l'impact par unité de production est relativement faible. Enfin, en tout cas, pas plus important que des systèmes plus intensifs. Et, euh, et voilà, c'est assez intéressant. Et moi, une de mes conclusions, c'est de se dire qu'en fait, bah, il y a de la place pour tous ces systèmes, surtout quand on les compare à des systèmes très intensifs avec du chauffage. C'est qu'il y a de la place pour ces systèmes, ces trois systèmes, et que ça va Mm. dépendre. Enfin, après, c'est, je pense, localement, en fonction du climat aussi, parce que voilà, il y a certains légumes que dans la moitié nord de la France, c'est dur de les faire Ouais. sans abri. Euh, voilà, c'est localement de se dire, réfléchir à son bassin, quel bassin de consommation on a, quel volume de production on va avoir pour nourrir ces gens-là dans ces légumes-là, et de réfléchir à l'agencement, à promouvoir plutôt tel type ou tel type de ferme en fonction de ces besoins-là. Ouais, mais j'ai dévié un Super. petit peu de, Oui, oui, bon, c'est de ce que tu passionnant. En plus, je disais. vois que l'heure tourne, il y a énormément de questions. Je ne sais pas si on va réussir à toutes les traiter. Alors, enfin, si tu peux rester 5 minutes de plus, Oui, oui, Antonin, oui. si, et puis peut-être que les autres, on les traitera par écrit. Il y a une question qui porte sur est-ce que tu as regardé une éventuelle relation entre les résultats de l'analyse de cycle de vie et la performance économique de ces systèmes? Ou pas du Alors, tout? euh, non, pas directement. Enfin, non, non. J'ai regardé non. Mais tu as quand Parce que même un c'est très avis. intéressant. Voilà, voilà. Mais effectivement, enfin, j'hésite à répondre parce que c'est quelque chose vers lequel j'avais envie d'aller et que le côté, effectivement, bah, c'était un peu ce que je disais avec le témoignage de l'agriculteur de la microferme, quoi. Il y a Ouais, vraiment des compromis à avoir parce qu'il ouais. faut être viable et générer un revenu avant tout, quoi. Ok. Et donc, les trois Mais bon. exploitations que tu as auditées sont viables. Oui, mais alors avec des revenus des niveaux de revenus, je pense, assez différents. Je suis pas Contrastées. en tout cas, du chiffre d'affaires, ça va il y a un facteur 10 entre la plus petite et la plus grande. À Donc ça va en l'hectare? gros de 30 000 euros de chiffre d'affaires à 300 000 euros à peu près. À l'exploitation, à l'échelle de À la ferme. l'exploitation, ouais. Ok. Mais aussi beaucoup plus de salariés sur les autres, donc plus de charges à payer, etc. Mm, mm. Euh, mais Donc, ce voilà, en serait termes quelque de chose à niveau, regarder finalement. Tu n'as pas ouais, forcément ça de pourrait être référence intéressant. là-dessus. Ouais. Ok. Euh,
il y a une question qui demande si la version que tu as mobilisée pour travailler sur ce sujet est diffusable et utilisable librement. Est-ce qu'il y a des outils identifiés dont des personnes pourraient s'emparer s'ils ont envie d'aller caractériser un peu ces impacts environnementaux? Euh, Pas réellement. Enfin, j'ai utilisé des logiciels d'ACV qui sont des Ouais, logiciels payants. Donc, après, moi, enfin, j'ai pas créé un outil qui permet de faire l'ACV. J'ai utilisé des outils existants et j'ai rentré les données de mes fermes, enfin de mes fermes, des fermes que j'ai analysées, dans ces outils-là, si je comprends bien le sens de la d'accord. question. Il n'y a pas Et du coup, d'outil tu as clé en main utilisé pour faire une plusieurs ACV. outils pour enfin, un outil pour Ouais. caractériser une performance. Donc, c'est le cas pour la biodiversité. Mm. Et puis, du coup, tu veux bien en citer quelques-uns, ceux que tu as utilisés? Oui, et bah alors j'ai fait les calculs d'émissions directes. J'ai utilisé des règles de calcul faites par le GIEC ou par d'autres organismes qui disent que bah, tel intrant génère telles émissions gazeuses qui génèrent tel impact climatique. Et Mhm, pour toutes les émissions dire d'arrière-plan sur la consommation liée à la fabrication du plastique, des serres en métal, des structures en métal, des engrais, etc. Là, j'utilisais des bases de données, alors beaucoup, c'est technique, mais la base EcoInvent, qui est une base de données suisse d'ACV, la base Agribalise aussi, base française. Et puis, j'ai utilisé le logiciel CIMAPRO, qui est un logiciel payant. Alors, il y a OpenLCA, qui est une version gratuite mais c'est quand même des outils assez experts, quoi. Il faut ouais, rentrer pas dedans. très accessible. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Après, le CTIFL enfin, a mis en place des outils. Alors, c'est uniquement sur la partie carbone, enfin changement climatique, mais a mis en place des outils simplifiés. Donc, vous pouvez éventuellement vous rapprocher du CTIFL. Ok. Et du coup, de toute manière, la méthode que tu as mobilisée est décrite dans ton manuscrit de thèse, Oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est décrit. auquel on pourra Euh, faire référence dans le descriptif ouais, du replay sur la chaîne ouais, YouTube. ouais, Il faut un petit peu de courage et de temps, du coup, pour ouais. prendre connaissance. Mais en tout cas, il y a des éléments, j'imagine, dedans. Mm, Moi, j'ai mm. pas lu ton manuscrit, mais... Non, mais moi non plus, hein. Je l'ai écrit, c'est tout. Non, mais c'est vrai que c'est Euh, long, et puis bon, en plus, c'est en partie en anglais, ouais, mais oui, ok. oui, en tout cas, il est disponible sur Internet librement. Bah, en tout cas, ce serait super d'aboutir à une version. Alors, il y a toujours un pas de temps assez important entre la mise au point d'une méthode scientifique pour essayer d'évaluer u- une batterie de performance environnementale et de la rendre accessible et diffusable largement. Mais Mm, ce serait super pour mm, mm, les personnes qui accompagnent des groupes, des maraîchers qui se posent des questions, et puis peut-être même dans mm, mm. d'autres filières. Tu as dit aussi que, enfin, au-delà de la prise en main de l'outil, que la collecte de données, elle t'a demandé beaucoup de temps. Puis, bah, j'imagine, vu la diversité de cultures et d'informations à collecter. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as dimensionné un petit peu pour collecter des données sur une ferme? Bah, au final, moi, elle m'a pris du temps parce que aussi, au départ, j'essayais vraiment d'entrer culture par culture, de tout comprendre. Donc, j'ai collecté finalement beaucoup trop de données que Et tu par as perdu rapport beaucoup à mon ouais, enfin, approche. perdu. Oui, Hmm. oui, bah, oui, on peut le dire. Euh, mais, euh, mais non, je pense qu'une enquête de 2 heures à peu près permet de collecter l'essentiel des données. Après, il y a un temps de traitement de ces données-là, Hmm. de recherche. Voilà, quand on m'a donné des dimensions de certaines choses, bah, il fallait après aller, enfin, je sais pas, les quantités de fumier, bah, il fallait après aller chercher bah, quel type de fumier c'était, combien d'azote il y a dedans, etc. Donc il y a un peu un travail après à faire, ou un linéaire de gaines on m'a dit j'utilise tant de mètres linéaires de gaines d'irrigation, bah, après il fallait que j'aille trouver combien de plastique il y a dans une gaine d'irrigation. Donc voilà, j'ai tâtonné Ouais, un c'est peu, un travail colossal. ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je pense que, enfin, moi, je découvrais aussi tout ça et c'était pas forcément des choses qui avaient été beaucoup faites. Donc j'ai tâtonné, mais de plus en plus, enfin, le CTFL travaille à rendre ces outils un peu plus accessibles. Hmm. Ok. Et du coup, quels seraient, enfin, selon toi, les prochains axes de recherche qu'il faudrait approfondir sur le maraîchage bio et son impact environnemental? Parce que là, du coup, ça fait un peu preuve de concept, mise au point d'une méthode. C'est quoi la Hmm. suite? Bah, ça pourrait être intéressant, comme ça a été souligné par certaines personnes,
d'élargir, de passer du stade analyse de cas d'étude à un stade un peu plus statistique ou d'aller voir plus de fermes pour aussi de voir si, de voir un peu Et l'étendue un des impacts entre les référentiel. différentes fermes. Voilà, élargir le Mm. référentiel, ça serait intéressant. Puis après, c'est pas pour le maraîchal directement, mais d'un point de vue méthode ACV, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la pollution plastique, Mm. notamment, et c'est là où ça relie au maraîchage, c'est que c'est un utilisateur assez important de plastique, notamment de plastique qui est incorporé au sol, pardon, en partie avec les paillages, même s'il est enlevé, etc. Mais on sait qu'il y en Mm. a forcément qui restent un peu, et puis on en retrouve aussi dans les végétaux. Donc, voilà, je pense qu'il y a des axes là-dessus à aller regarder. Et tu as eu l'occasion de présenter tes travaux à des agriculteurs ou des acteurs de la filière. Et comment Ouais. ils ont réagi du coup en recevant ta présentation? J'avais présenté essentiellement sur la partie énergie. Mm. C'était une table ronde super intéressante. Et, alors, il y avait des agriculteurs qui disaient que effectivement, eux, ils partageaient un peu leurs trucs et astuces pour diminuer leurs besoins en énergie, etc. Et puis, il y avait un agriculteur qui m'avait fait rire, qui avait été un peu provocateur en disant, ben, moi, je vous encourage à utiliser plutôt plus d'énergie parce que, et en fait, il voulait dire euh, que si on se passe beaucoup d'énergie pour faire tourner un certain nombre de choses sur la ferme, et ben, on la remplace par de l'énergie humaine et Mm. en fait, il y a beaucoup de maraîchers qui s'arrêtent après 5 ans ou 10 ans d'activité parce ils ont mal Ils au sont dos, ils sont usés. cassés, ils sont Ouais. usés. Et c'est vrai que c'est des métiers difficiles. Et lui, il disait, voilà, il a mis en place plein de petits trucs du style des programmateurs, donc un peu d'électronique, mais pour programmer l'ouverture de ces tunnels le matin, l'été, pour pas avoir, y compris le dimanche, à aller à 6 heures du matin, ouvrir ces tunnels pour pas que ça crame à l'intérieur. Plein de petites choses comme ça, en fait, qu'il avait mis en place, en se disant, bah oui, ça consomme de l'énergie, oui, ça consomme un petit peu de ressources électroniques, etc. Mais moi, ça me permet de dormir le dimanche matin et de me reposer de ma semaine qui a été dure, etc. Et donc, en fait, euh, les discussions avec les agriculteurs, c'est que c'était vraiment une histoire de compromis, quoi. Mm, mm. Évidemment, il faut faire le maximum pour diminuer tous les impacts, mais il faut penser pas que environnement, il faut aussi penser durabilité économique. Ça, c'était souligné aussi par une personne là tout à l'heure dans une question, Ouais. et durabilité Santé de la humaine. personne, quoi, Ouais. qui, qui C'est va, vrai. ouais. Ce serait intéressant, en effet, peut-être, du coup, dans Mm, mm. ces approches multicritères, au-delà des impacts environnementaux, de pouvoir associer les impacts ouais, socio-économiques, en fait, Ouais, c'est ça. des systèmes de production. Merci beaucoup, Antonin. Bonne continuation. Et puis, pourquoi pas, on te fera intervenir pour que tu nous présentes tes travaux actuels et qu'on parle de l'échelle supraferme. On se programmera ça d'ici Bah, quelques temps. avec grand plaisir. Merci Merci Pauline pour beaucoup. l'organisation. Très bonne journée. À bientôt. Au Au revoir. revoir.